Bonjour, chers amis. Vous avez entendu parler des consultations publiques pour savoir de quoi Québec aurait besoin au niveau des transports en commun? Comment est-ce qu'on pourrait organiser notre transport davantage que présentement afin de diminuer les immenses bouchons de circulation qu'on retrouve aux heures de pointe? Probablement que si vous écoutez la vidéo en ce moment, vous n'êtes pas dans une heure de pointe, mais si vous devez vous déplacer pour aller au travail, que ce soit à Québec, à Lévis ou entre les deux, sur les ponts, vous avez vécu des heures de pointe qui n'ont pas été agréables parce que c'était long, ça avançait pas, puis c'était pas du tout organisé selon ce que vous pouviez observer pour fluidifier le trafic. C'était pris, c'était motonné, et il n'y avait rien qui pouvait aider à part d'attendre. Et ça, attendre, c'est une perte d'argent, mais c'est plus que ça. En tant qu'humain, on ne peut pas dire j'ai passé du temps dans la circulation puis c'était donc agréable. Tu as beau te concentrer pour regarder les choses autour de toi, que ce soit des arbres, d'autres autos, la rivière, le fleuve Saint-Laurent, mais à quelque part, on a quand même perdu du temps. C'était pas agréable au niveau de notre santé non plus, parce que si on n'a pas eu la bonne idée de fermer les trappes d'aération avant de partir de la maison, ben dans le trafic, il n'y a que de la pollution. Il n'y a pas d'air frais ou encore très peu, ce qui signifie que la première auto qui vous dépasse, qui sent mauvais, ça rentre dans l'auto, puis après ça, ça prend 5 minutes de se débarrasser de cette odeur-là. Mais cette odeur-là est chargée de particules, malheureusement, qui sont toxiques pour votre corps et vos poumons. Alors, pour votre santé, c'est jamais bon d'être pris dans le trafic. D'autant plus qu'en été, parce que là, on est quand même au mois de juin, on a beaucoup de construction qui se fait. Dans le cas de Québec, il y a de la construction sur Champlain et sur tous les grands axes est-ouest et plusieurs axes nord-sud. Alors, même les petites rues, ça crée des bouchons qui se répercutent sur les grands axes. Alors, on s'en ressent énormément à ce temps-ci, mais que voulez-vous, au Québec, c'est le temps pour faire la construction, alors on en profite. J'ai donc aujourd'hui des idées pour améliorer la performance des transports à Québec sans se ruiner. Alors, les chiffres qui ont circulé, vous les avez entendus comme moi, 4 milliards pour un pont au niveau de l'île d'Orléans ou un tunnel-pont ou une espèce de système qui nous permettrait de traverser le fleuve à la hauteur entre Lévis et Beauport. C'est peut-être exagéré, c'est peut-être en réalité 2 milliards ou 3 milliards, mais ça reste que ça se fera pas avant au moins 5-10 ans et puis ça va coûter probablement une fortune. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? On veut-tu endetter nos enfants pour traverser plus vite sa rive nord, sa rive sud? Je ne le sais pas. Mais présentement, ce que je sais, c'est qu'on a des moyens limités et on a des besoins qui sont immédiats. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on fait aller notre imagination, puis on trouve des méthodes qui sont différentes de celles qui sont véhiculées dans les grands médias. Je sais que Régis Labombe, il aimerait beaucoup nous amener une solution d'SRB, mais c'est juste pas adapté à Québec. C'est carrément illusoire de penser que d'avoir des corridors réservés, encore une fois, pour une seule méthode de transport en commun va aider tous les usagers. C'est sûr que l'argent qui viendrait du fédéral et du provincial le ferait paraître comme un sauveur parce qu'il ferait une grosse infrastructure, puis c'est pas lui qui, en quelque part, paierait le bill. Alors, ça paraît toujours bien dans ce temps-là, celui qui a été chercher le gros projet. Mais il faut comprendre que c'est plus profond que ça. Il faut savoir si ça nous sert vraiment. Puis de faire passer ça sur Charret en bas, ça nous servira pour la plupart pas. Alors, je le sais, c'est toujours tentant en tant que leader de vouloir croire à ses propres idées, mais des fois, il faut revenir à la poche, au budget, à la sacoche. Combien on a, puis quand est-ce qu'il faut que ce soit implémenté? Ben là, on n'a pas grand-chose, puis il faut que ce soit implémenté vite. Parce que c'est pas vrai que les gens dans le trafic à tous les jours, ils disent « Ah, ramenez-en, on aime tellement ça le trafic. » Au contraire, les gens en veulent plus. Puis ça, c'est une petite anecdote que je vais vous dire. J'ai déjà vu des bouchons de circulation vu des airs. Et quand on est, par exemple, dans une tour sur le boulevard Laurier et qu'on voit les bouchons de circulation, le matin, l'après-midi, c'est très artificiel, ces bouchons-là. Parce que les autos, elles roulent bien. Puis si au lieu que la lumière ait 30 secondes, elle avait 1 minute 30 secondes, oui, c'est sûr, ça rendrait les 3 autos qui attendent de chaque côté un peu nerveux, mais l'essentiel du trafic, on pourrait le clairer immensément plus vite. Et puis ça, c'est quelque chose qui malheureusement n'a pas l'air à arriver sur les écrans radars des gens qui contrôlent le trafic ni à Québec ni à Lévis. Alors déjà là, ils disent qu'ils veulent améliorer ça avec un nouveau système. On n'en sait pas beaucoup. Ils veulent contrôler le trafic de manière centrale ou à tout le moins contrôler la matrice des lumières, mais on en sait très peu encore. Puis ils disent que ça va être vraiment en opération en 2020. Donc
les bouchons de circulation d'ici 2020 vont continuer, puis on aimerait avoir une solution avant ça. Alors, êtes-vous prêts? Je vais vous en parler des solutions que j'ai pour vous. Il y en a quand même une, deux, trois, quatre, cinq, six, peut-être sept, huit affaires que je vais vous dire. Plusieurs s'imbriquent un peu entre elles, mais vous allez voir un petit peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Donc, la première des choses, c'est que si on parle de transport en commun, autant que de transport, il faut une meilleure desserte des banlieues. Les banlieues ne sont pas des endroits reculés où personne ne va. Au contraire, c'est des dortoirs. Pourquoi les banlieues sont si populaires? Parce que de vivre au centre-ville coûte cher. En fait, ça coûte tellement cher que les jeunes familles, souvent, n'ont pas les moyens. Il y en a qui ont les moyens. C'est deux dentistes qui vivent ensemble avec un enfant, ben c'est absolument génial. Ils ont tous les moyens. Ils peuvent s'acheter deux Audi R8, puis ils verront même pas ça paraître dans le compte de banque. Donc, eux autres, ça va bien vivre au centre-ville. J'exagère un peu, il y en a qui en ont pas mal moins que ça, puis ils arrivent quand même à vivre au centre-ville. Il y a différentes zones aussi. Dans le cas de Québec, il y a Limoilou qui est moins cher. Mais si tu veux vivre dans la haute ville, ben là, évidemment, c'est prohibitif, à moins que tu trouves un endroit en coop, quelque chose comme ça. Mais prohibitif pour certains, ben, c'est tout à fait abordable pour d'autres. Alors, je fais juste tracer une grande ligne en disant que si vous avez le choix entre vivre en banlieue ou vivre en ville, ben, la banlieue, ça vous offre des prix généralement qui sont plus accessibles un peu. Puis, ça vous offre également plus d'air pur. Puis de l'air pur, ben, ça se quantifie pas nécessairement tout le temps, mais c'est diablement important, surtout quand tu as une famille, puis tu veux pas que tes enfants aient des problèmes respiratoires parce que tu restes à côté d'une autoroute. Alors, essentiellement, ce que je vous parle, la meilleure desserte des banlieues, selon moi, elle pourrait avoir lieu de trois manières. La première est vraiment évidente, puis je comprends pas comment ça qui n'est pas encore implémenté. C'est de plus petits véhicules de transport par autobus pour éviter les gros cortèges d'autobus vides ou presque vides à l'extérieur des heures de pointe. À l'heure de pointe, les gros autobus, souvent, sont bondés. C'est le moment où les gens se déplacent. Puis après ça, ça tombe mort. Il n'y a plus assez de monde pour les remplir, ces gros autobus-là. Fait que toute la journée, ils se promènent vides jusqu'à temps que l'heure de pointe du soir revienne. Mais ça, il faut comprendre que ces autobus-là, ils sont là parce qu'ils sont censés amener un aspect vert à nos transports. Mais faire rouler des gros autobus vides comme ça, c'est pas vert du tout. C'est même l'inverse. Alors, il va falloir à un moment donné être mature par rapport aux autobus puis dire si à l'extérieur des heures de pointe, on n'a pas autant de monde, il faudrait peut-être des plus petits autobus, quitte à en avoir juste autant, mais plus petits. Déjà là, je sens qu'on pourrait faire du progrès. Donc, pourquoi les sociétés de transport achètent tout le temps des flottes avec les mêmes gros autobus? C'est peut-être des prix de volume, mais à quelque part, je pense pas que c'est idéal. Puis après ça, ils disent, bon, on peut pas aller partout dans les petites rues. Ben, c'est sûr, c'est un gros autobus. Mais si on avait des plus petits véhicules, on pourrait immensément mieux desservir les banlieues. Puis peut-être même faire des circuits qui parfois sont optimisés selon la demande. Donc, on pourrait même se servir de la technologie pour la connaître, cette demande-là. Il y a des nouvelles habitudes à créer peut-être, mais dans les banlieues, le besoin pour du transport en commun est immense. Et à mon sens, la desserte, surtout pour, je dirais, tout l'est de la ville de Québec, tout Beauport, le nord, Lac-Saint-Charles, tout ça, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je reste sur la rive sud à Charny, mais je le vois à quel point les gens qui habitent dans ces zones-là auraient besoin d'un service qui serait plus flexible. Alors, pourquoi pas explorer ça? Donc, des plus petits autobus, une première recommandation avec une meilleure desserte des banlieues. Donc, plus de respect pour les gens qui payent eux autres aussi leur contribution à la Ville de Québec dans ces zones-là et qui souvent se trouvent à, si on veut, subventionner le centre au lieu d'avoir des services où ils se trouvent. Alors, le deuxième point que je vais vous parler après ça, c'est des stationnements incitatifs gratuits. Il ne faut surtout pas que ça coûte de l'argent parce que les gens payent déjà beaucoup. Avec des dispositions attrayantes, avec des cases qui seraient comme au Costco, où c'est super agréable de stationner. Il n'y a aucun endroit à Québec qui est aussi agréable à stationner qu'un stationnement de Costco. C'est les meilleurs stationnements qui existent. D'accord, ils font de l'argent. D'accord, ils sont proactifs. D'accord, ils sont innovateurs. Mais qu'est-ce qui empêche la ville d'être aussi proactive que Costco? Ces stationnements-là ont été adulés par tout le monde. Il n'y a personne qui a été au Costco et qui a dit « Hey, c'est donc bien plate de stationner ici, c'est ben trop grand. » Non, au contraire, c'est juste la bonne taille pour être sûr que quand tu ouvres ta porte, tu bosses pas le char à côté. Je m'excuse, mais les stationnements au centre-ville de Québec sont horribles. Si vous allez là, regardez la quantité d'automobiles qui sont scratchés, bossés, brisés, maganés. Il y en a plein.
c'est pas par hasard, c'est parce que les stationnements ont été créés avec une mentalité de strict minimum et non avec une mentalité de respect des utilisateurs. Alors ça, il faut que ça change. Puis à Québec, on a beaucoup de place pour l'amélioration parce que la plupart des stationnements sont des endroits qui vont augmenter vos chances d'avoir des bris sur votre véhicule. Puis après ça, les assurances augmentent. Après ça, vous êtes pris pour les faire réparer ça. Il n'y a rien d'agréable à avoir des parkings qui sont mal adaptés pour nos automobiles. Puis je parle même pas des grosses automobiles, même les petites des fonds de la misère à se stationner. Il y a des stationnements qui sont bien, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas été faits avec amour, et ça paraît. Donc, des stationnements incitatifs, les gens embarquent dans le transport qu'ils veulent à partir de là, parce que le stationnement incitatif, ça peut être un endroit où les gens ne prennent pas nécessairement le transport en commun. Mais ce qu'on n'entend jamais dans les médias, c'est que ça peut être un endroit où les gens se rencontrent pour rouler ensemble, le carpooling, pour finalement embarquer tout le monde dans un véhicule, mais à partir d'un stationnement commun. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, parce que ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc, si on veut diminuer le nombre de véhicules sur les routes, il faut toujours bien qu'on leur donne des occasions où aller les mettre, ces véhicules-là. Si on les laisse à la maison et on n'a pas de transport en commun, ben, on arrive avec finalement une impasse. Donc, ça nous prend des stationnements incitatifs, puis pas juste dans les périphéries. Il en faut dans les grands centres aussi, parce que cette stratégie-là n'est pas juste bonne pour les banlieues, elle est bonne pour tout le monde. Il y en a du monde qui reste dans les grands centres, puis ils vont travailler proche d'une banlieue. Malheureusement, pour les gens qui vont devoir faire des stationnements incitatifs, c'est pas une solution banlieue vers centre-ville. Ça va dans les deux côtés. Puis l'autre affaire, c'est que si quelqu'un veut stationner plus proche du centre-ville avant de faire un intermodal vers du transport en commun, il peut le faire aussi. Si ça donne que sa route à lui se fait bien, ben écoute, il s'approchera le plus qu'il peut du centre-ville. Puis là, il prendra son transport en commun. Toutes les alternatives sont bonnes, mais il faut les regarder dans un aspect global. Désolé pour la scie en arrière, je reste dans une banlieue, puis ça a l'air qu'il y a du monde qui veut travailler à cette heure-ci. Les stations d'autobus plus fonctionnelles, ça va être mon autre point. Présentement, c'est pas attirant de prendre le transport en commun parce que quand on est en auto, confortablement assis dans notre auto, on passe à côté des abribus puis on se dit ça n'a pas l'air tellement confortable. Le banc, c'est un banc dur, c'est tout transparent, il y a un côté agréable de sécurité à ça, mais en même temps, c'est pas là que tu voudrais nécessairement te retrouver. Donc, peut-être repenser les stations d'autobus puis de les rendre plus fonctionnelles, à savoir de les rendre plus sécuritaires. Il y a encore moyen de les rendre plus sécuritaires. Le confort, je suis certain qu'on peut améliorer le confort sans nécessairement mettre des lazy boys. Il y a moyen d'améliorer ça. Les commodités, si on peut avoir de l'eau courante, si on peut avoir peut-être de l'eau potable, ainsi que des toilettes. Ça serait probablement pratique pour beaucoup de monde. Si tu te promènes avec tes enfants, tu sais jamais quand est-ce que quelque chose peut arriver. Puis si tu sais qu'il y a ça dans plusieurs abribus, ben au moins tu sais que tu as une alternative. Alors que si tu n'as pas ça, ben tu dis je vais prendre mon auto, au moins je peux me rendre à quelque part où il y en a advenant une urgence. Ben là, c'est sûr que si l'autobus est proactif puis a fait des abribus qui sont multifonctionnels, ben là tout à coup tu te trouves à avoir une alternative que tu n'avais pas avant. Donc c'est vraiment un point dans la bonne direction. Puis peut-être aussi des services de connectivité évolués. Présentement, c'est l'Internet sans fil qui est la grosse mode. S'il n'y a pas ça dans les abribus, il y a beaucoup de gens qui vont dire, écoute, je vais rester dans mon auto. Quelque part, moi, il faut que je pitonne mes affaires, puis je me sens peut-être plus dans ma bulle, dans mon auto, je peux mieux travailler, il n'y a personne qui parle à côté de moi. Peut-être qu'il y a moyen de réaménager nos abribus, puis là, je parle de quelque chose qui serait immensément meilleur que ce qu'on a présentement, pour respecter finalement notre modernité. On est rendu à de la connectivité évoluée, puis il faudrait également que ça finisse par arriver du côté du transport en commun. Donc, en gros, ce que je veux, c'est qu'on faciliterait l'intermodalité, puis on introduirait même des modèles d'accès au transport comme communauto, mais intégrés à l'offre de transport en commun. Vous me voyez venir? C'est que de plus en plus, les automobiles vont venir comme une commodité qui va s'accéder avec sa carte de crédit ou un abonnement. C'est pas encore fait. Pour certains qui entendent ça pour la première fois, vous allez dire « Hey, c'est ben trop moderne cette histoire-là », mais ça s'en vient. Ça sera pas tellement long. D'ici une décennie, pour moi, ça va être un modèle qui va être vraiment monnaie courante. Donc, pourquoi les transports en commun n'essaieraient pas d'être proactifs là-dessus afin de permettre à des gens qui, pour toutes sortes de configurations, ont besoin d'un dernier transport de proximité, d'aller vers un véhicule. Qu'est-ce qu'on a à être en guerre contre les autos? C'est un modèle extraordinaire. Et puis, il faudrait davantage l'intégrer à l'offre de transport qu'on dit en commun. Alors ça, c'est le premier bloc de choses que je vais vous proposer. Le deuxième bloc, vous allez voir, c'est vraiment intéressant parce que vous les voyez à tous les jours, c'est les feux de circulation.
Et puis là, je parle d'une synchronisation intelligente et réactive des matrices de feu. Pas juste d'un feu de circulation, la matrice au complet, le réseau, pour éviter l'effet cumulativement suffocant des arrêts, départs, des longues files de circulation. Il faut fluidifier le trafic. Mais il faut le fluidifier massivement aux heures de pointe en évitant de trop immobiliser souvent les véhicules. J'en ai parlé un petit peu en introduction du vidéo. Si on garde une lumière à vert pendant 1 minute 30, c'est pas 3 fois plus de trafic qu'en le gardant 30 secondes. C'est immensément plus que ça parce que les gens ne ralentissent pas, ils vont circuler, puis ça va littéralement vider la colonne de voitures. Fait qu'après ça, les gens qui rentrent des autres rues de côté qui, eux, ont attendu, ben là, ils rentrent sur une rue qui n'est pas pleine puis bumper à bumper, ils rentrent sur une rue qui est vide. Fait que même eux autres qui ont attendu plus longtemps pour passer, même eux autres gagnent énormément à attendre un peu plus longtemps sur les côtés. Parce que la réalité, vous êtes sur Laurier, vous êtes sur René Lévesque, vous êtes sur toutes les grandes artères, vous la voyez. Tu as à peu près 100 voitures qui attendent d'un côté, puis tu en as 3-4 qui attendent de chaque côté. Ben, ce serait quoi de simplement mettre un niveau d'intelligence à ces feux de circulation-là, à la matrice, pour clairer les 100 voitures avant de faire passer les 7-8 qu'il y avait cumulativement de chaque côté? Ben, ça serait beaucoup plus intelligent, parce que même les 7-8 iraient plus vite, puis on y gagnerait tous. Donc, synchronisation intelligente, paraît que la Ville de Québec est là-dessus. J'ai hâte de voir ce qui arrive. La Ville de Lévis n'a pas l'air d'être là-dessus, mais peut-être qu'ils ont des plans. On va attendre de voir ce qu'ils vont nous dévoiler, peut-être à la lumière de ce que la Ville de Québec va offrir. Mais la région, en tant que tout intégré, aurait là une belle opportunité d'amener à très peu de frais, si on compare à bâtir un nouveau port, une matrice intelligente de feu de circulation. Alors, je vous le propose comme ça. Des fois que vous auriez des bonnes idées à m'ajouter plus bas dans la vidéo, dans les commentaires, n'hésitez pas. On passe maintenant à... Puis là, ça, c'est... Ceux qui m'écoutent de temps en temps savent très bien que c'est une idée qui est très chère pour moi parce qu'elle ne coûte vraiment rien. Elle est vraiment, vraiment gratuite. Et on peut la valoriser en payant, c'est bien entendu, mais à la base, elle demeure gratuite. Et c'est la plus formidable idée à revisiter, à réinventer, puis à établir avec créativité puis flexibilité. J'ai parlé du télétravail. Oui, le fameux travail à domicile. On peut inclure des accommodements comme le fait de pouvoir arriver au travail puis quitter à des heures atypiques afin d'alléger les flux de circulation aux heures de pointe. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait le télétravail, c'est impossible, moi je ne peux pas télétravailler. Mais c'est correct. On n'attend pas de tout le monde de pouvoir télétravailler. On attend d'une certaine classe de travailleurs de pouvoir faire l'exploration du télétravail à leur mesure. Donc, avec leur travail, puis avec leur intérêt pour ça. Pourquoi télétravailler? Ben, c'est bien entendu que les technologies permettent ça aujourd'hui. Et c'était pas le cas il y a peut-être 5-10 ans de la même manière qu'aujourd'hui. Je le sais que quand les gens se branchent à travers un tuyau sécurisé, un VPN, dans leur système d'entreprise, ben, ils ont littéralement à l'écran à la maison ce qu'il y aurait à l'écran au travail. Puis souvent, la grosse mode maintenant, c'est de s'adjoindre un compte Skype entreprise. Et puis quand ça arrive à leur écran, leur fameux écran de bureau, ben, ils peuvent composer le numéro de téléphone qu'ils veulent et ils ont l'air de composer ça depuis le système de téléphonie IP du bureau. Donc, même s'ils appellent un client, le client, s'il regarde son afficheur, probablement qu'il ne verra jamais que la personne qui l'appelle travaille de chez elle. Donc, toute l'espèce d'aspect, ouais, mais ce ne sera pas professionnel, c'est pas mal enlevé. Puis les gens qui ont à se déplacer toute la journée, ben souvent... Depuis la banlieue, on arrive pas mal plus vite en milieu de journée à l'autre endroit que d'être depuis un centre-ville, depuis un bureau, où est-ce que là, finalement, souvent, il y a des grosses densités de trafic. Alors, non seulement c'est productif, parce que maintenant, électroniquement, on peut tous se suivre, on a tous des agendas électroniques, puis si vous regardez ce qui se passe dans les bureaux, surtout pour les emplois assis, les gens, écoute, ils sont électroniquement connectés plus que physiquement. De temps en temps, ils se lèvent, puis ils se posent des questions, ils jasent, puis ils interagissent, mais au-delà de ça, quand ils travaillent, les logiciels suivent beaucoup leur progression, en tout cas beaucoup plus que l'humain qui est dans le cubicule à côté. Alors, pourquoi le cubicule ne pourrait pas être virtuel et à la maison? Il faut se la poser la question. Pourquoi on parle de télétravail? Bien, parce qu'on est tanné d'attendre dans le trafic. Puis ceux qui n'ont pas le choix d'aller travailler, bien, vous allez être content qu'il y ait un 10-15% du monde qui télétravaille à Québec. Regardez ce qui se passe en été. Regardez nos routes quand les universités et les cégeps sont en congé, ou majoritairement en congé. Ben,
tout roule bien ou tout roule beaucoup, beaucoup mieux. Ça n'a pas pris 100% du trafic d'enlever. Ça en a pris juste entre 10 et 15%. Mais imaginez si on pourrait faire ça à longueur d'année. Premièrement, en été, ce serait hallucinant comment ça roulerait bien, même aux heures de pointe. Les pires heures de pointe, ce serait de ralentir à 70. Mais si on est capable, en tout temps dans l'année, de réduire ça comme c'est réduit en été le trafic aux heures de pointe, on aurait des étés magnifiques, on aurait toutes les saisons magnifiques. Ce serait vraiment immensément plus agréable. Puis les gens qui télétravaillent la première heure de leur journée, ils peuvent partir ensuite travailler avec leur auto pour aller rejoindre leur équipe au bureau. C'est correct. Ils arrivent là 1 heure plus tard, mais ils ont déjà fait 1 heure de travail. Ils sont déjà à jour, ils sont déjà en train de suivre ce qui se passe, puis ils peuvent, s'ils ont un emploi d'interaction avec le public, faire la partie administrative de leur travail avant de partir, puis ils arrivent au travail, puis là, ben, ils sont prêts à serrer des mains puis se tenir debout toute la journée s'ils veulent. Mais parfois, il faut être créatif. Parfois, il faut être proactif aussi, puis ne pas avoir peur d'innover. Puis je le sais que si vous écoutez mes vidéos, vous n'avez pas peur d'innover. Ce que je dis, c'est aussi bon pour Québec que pour n'importe quelle ville. Toutes les villes ont les mêmes problèmes, ou à peu près. C'est que quand tu as plus que 6600 voitures à l'heure sur un 3 voies, ça va jamais. Alors, il faut trouver le moyen de n'avoir moins que ça. Puis la façon de n'avoir moins, ben, c'est de garder le monde en télétravail chez eux. Ça coûte rien, c'est super efficace. Puis un pont, là, ou un tunnel, on l'aura si on en a besoin. Mais je trouverais ça vraiment plate, qu'on ne se donne pas assez confiance. On ne se donne pas, finalement, de l'espace pour innover sur d'autres fronts que juste faire un pont. Il y a moyen, à mon sens, de dire à ceux qui le veulent, on va t'encourager dans ton réflexe de vouloir travailler depuis la maison. Parce qu'on sait que collectivement, ça va apporter des changements qui sont majeurs et qui sont bénéfiques. C'est là qu'on veut aller et c'est comme ça qu'on va s'organiser. Alors, je vous donne ces conseils-là que vous pouvez prendre, que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez amener à votre mesure et à votre saveur selon vos préférences. Il n'y a pas une méthode qui marche, il y a plusieurs méthodes qui peuvent marcher, mais ce qui m'embête, moi, c'est que dans le discours public, on en revient souvent au SRB ou au pont. Puis je le sais que le SRB, le maire, a dit qu'il n'allait pas de l'avant parce que les deux rives ne pourront pas le faire en même temps, mais en même temps, il revient souvent en disant que le projet était très cher à son cœur, puis on sent qu'après l'élection, parce qu'il risque d'être réélu, automatiquement, si les gens ne se mettent pas à regarder plus large et à dire c'est-tu vraiment ça qu'on veut? Bien, s'il revient réélu, il risque de ramener ça. Donc, tous ceux qui pensaient que c'était mort, ils risquent d'avoir à revivre avec la revenue du SRB. Version 2, probablement, avec des petites améliorations pour mieux faire passer la pilule, mais ça va demeurer aussi mauvais que la première fois, qu'importe la quantité de parfum qu'ils jettent sur le cochon, ça marchera jamais. Ben, en fait, les cochons sentent pas mauvais, c'est leur purin qui est moins cool, mais les cochons eux-mêmes, tu leur lancerais du parfum, ils sentiraient le parfum, mais sinon ils sentent pas mauvais vraiment. Donc c'est un mauvais exemple. Ça m'arrive. Non, mais essentiellement, vous comprenez ce que je veux dire. Le SRB, ils auront beau déguiser ça comme ils veulent, c'est un projet qui est manqué d'avance. C'est pas fait pour Québec. Ça marche pas avec l'hiver. Ça marche pas avec le fait Tu peux pas arriver avec une logique de dire je vais enlever des voies de circulation puis ça va donc bien mieux aller. Non, ça va toujours être pire. D'ailleurs, les voies réservées qu'il y a ces autoroutes, qu'est-ce qu'ils attendent pour enlever ça? Ça n'a pas d'affaire là. Je comprends pas que les gens tolèrent ça encore. Tu vois les autobus te passer à côté, puis souvent sont vides. Je sais bien qu'à un moment donné, le pont de Québec, écoute, pour aller au pont de Québec, t'en as une voie réservée, puis à un moment donné, ça vient tout un goulot d'étranglement, puis l'autobus revient, là, mais sérieusement, là, je les vois jamais pleines, ou même à moitié pleines, les autobus. J'en ai pas vu une seule encore qui était pleine, je me disais, waouh, une chance que l'autobus est là, ça enlève donc bien les autos, tu sais. Ça en enlève un peu. Mais une voie réservée pour quoi, 80, 100 autobus par jour, peut-être? Alors qu'il aurait pu avoir, je sais pas, 15 000, 20 000 autos qui auraient passé sur cette voie-là, ben, il faut se la poser la question. C'est qui a fait les mathématiques là-dessus, puis ça vaut-tu vraiment la peine? Parce qu'à quelque part, cette voie-là, les automobilistes, ils l'ont payée, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui a fait de l'idéologie, puis qui a dit, moi, je vais laisser passer uniquement les autobus, puis les autos qui aillent au diable, les autres, ils auront jeté à attendre dans leur voie à côté, puis la voie à côté, ben, quand un autobus passe, s'il y en a une qui passe, ben, ça ira, je sais pas, 40% plus vite, 50% plus vite. Mais c'est un calcul qui est faussé, parce que si toutes les autos ont 3 voies plutôt que 2 pour avancer, même les autobus iraient plus vite. Alors, je vous garoche tout ça un peu pêle-mêle. C'est quand même assez long comme vidéo, hein, en haut de près de 25 minutes. Mais c'est sûr et certain que vous, si vous êtes dans le trafic, vous avez le goût de l'écouter le vidéo. Vous avez le goût de regarder s'il n'y a pas là-dedans des solutions qui sont immensément plus créatives et
spectaculairement moins coûteuse, pour ne pas dire carrément gratuite, qui pourrait être implantée dès maintenant avec beaucoup de succès à Québec et ça ferait notre fierté. Alors, je vous lance tout ça. Faites ce que vous en voulez, mais en même temps, si vous pouvez le partager et faire connaître ces idées-là, ben, j'ai essayé de les exprimer de manière cohérente. Des fois que ça inspirerait encore d'autres mondes. Donc, partagez, aimez, donnez vos commentaires. C'est toujours agréable de vous lire de toute façon. Vous avez, vous aussi, beaucoup de créativité. Donc, il faut utiliser ça à notre avantage. Il ne faut pas juste laisser passer le train. Il faut carrément mettre les rails, puis le mettre dessus, puis le voir avancer, puis le célébrer quand il avance. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une journée... je pense que pour vous aussi, elle est ensoleillée. Je vous en souhaite beaucoup qu'il soit belle. Et surtout, on se reparle bientôt. Merci.